2 heures après avoir accouché, j'ai regardé mon mari et je lui ai demandé de prendre notre fille. Il n'a pas bougé. Il est resté là, immobile, dans son manteau gris sur mesure, la regardant comme si elle était l'erreur d'un inconnu, déposée sur son seuil. Puis, il s'est penché assez près pour que je sois la seule à l'entendre et à prononcer les mots qui allaient mettre fin à notre mariage avant même le lever du soleil. J'ai déjà un fils avec une autre femme. Je ne mettrai pas mon nom sur cet enfant. Je n'ai pas pleuré. Je ne lui ai pas demandé de répéter. J'ai baissé les yeux vers le visage de ma fille, encore doux et rose, et totalement inconsciente que son père venait de choisir quelqu'un d'autre, dans le même souffle où il la rejetait. Je l'ai serré plus fort contre ma poitrine, et j'ai souri. Alors, souviens-toi de ce moment, ai-je murmuré, car c'est le dernier que tu auras de nous. Il a ri. Il a vraiment ri, comme si j'avais dit quelque chose de mignon et d'inoffensif, quelque chose qu'une jeune mère fatiguée dirait avant de reprendre ses esprits. Il n'avait aucune idée que le lendemain matin, nous serions partis, et que ses regrets ne faisaient que commencer. Je m'appelle Sable Reed, et ceci est l'histoire de la nuit où mon mari a jeté sa famille, sa fortune et son avenir. Tout ça, dans les 2 heures qui ont suivi le moment où je suis devenue mère. 4 ans plus tôt, Weston Callaway est entré dans ma vie comme le font toujours les choses précieuses, d'abord discrètement, puis d'un seul coup. Je travaillais comme auditrice de contrat pour un cabinet de taille moyenne à Charlotte. Le genre de travail où l'on lit des petits caractères jusqu'à ce que les yeux fassent mal, et où le café refroidit 2 fois avant midi. Il était l'héritier de Callaway Holdings, un groupe immobilier et hôtelier que son grand-père avait bâti à partir d'un unique motel de bord de route, pour en faire une entreprise qui possédait des horizons entiers. Il n'avait pas besoin d'impressionner qui que ce soit. Il n'élevait jamais la voix, ne consultait jamais son téléphone au dîner, et ne m'a jamais fait sentir, pas une seule fois, que j'étais un accessoire dans une vie qui était déjà bien remplie avant mon arrivée. La première année, j'ai cru avoir trouvé la chose la plus rare qui soit, un homme riche qui se souvenait encore comment être bon avec une femme qui ne pouvait rien faire pour lui. Sa mère, Adèle, était polie avec moi, de la même manière que les gens sont polis avec quelque chose qu'ils attendent de remplacer. Son père, Preston Callaway, m'adressait à peine la parole durant ses premières années, quittant généralement la pièce quelques minutes après mon arrivée, sous prétexte d'un appel qu'il devait prendre. Je me disais que c'était simplement sa nature. Vieille fortune, vieille manière, vieux silence. Je ne comprenais pas encore que dans cette famille, le silence n'était jamais neutre. C'était une décision, mûrement réfléchie, et reconsidérée uniquement lorsqu'elle cessait d'être utile. Nous nous sommes mariés 18 mois après notre rencontre, lors d'une petite cérémonie que Weston avait insisté pour garder modeste. Loin du bruit de l'entreprise, disait-il, en me serrant la main comme si nous conspirions tous les deux contre quelque chose de plus grand que nous. Je me souviens d'être debout dans le couloir du palais de justice juste avant, ajustant sa cravate parce que ses mains tremblaient, et de penser qu'un homme aussi nerveux à l'idée de m'épouser ne pouvait pas être capable de la cruauté calme et maîtrisée que je rencontrerais 2 ans plus tard, dans une chambre d'hôpital. Je me trompais sur ce point, comme je me trompais sur beaucoup de choses à l'époque, principalement parce qu'il était très doué pour dire les choses comme si elles étaient de simples vérités, et non des scénarios soigneusement préparés. C'est durant notre 2e année de mariage que j'ai entendu pour la première fois le nom de Camille Russo. Elle était l'assistante de direction de Weston, une femme avec des blazers bien coupés et une voix qui ne s'élevait jamais au-dessus d'un ton calme et régulier. Je l'ai rencontrée 2 fois lors d'événements de l'entreprise. La 2e fois, à un dîner de fin d'année, je l'ai surprise à regarder Weston à travers la pièce avec une expression que je n'ai pas su identifier à l'époque. Pas tout à fait de la culpabilité, pas tout à fait du désir, quelque chose qui ressemblait plus à de l'épuisement. Je me suis dit que je l'avais imaginé. Je n'avais aucune raison réelle de penser autrement. Weston rentrait encore à la maison la plupart des soirs. Il se souvenait encore de notre anniversaire. Mais avec le recul, les petites choses avaient déjà commencé. Les appels qu'il prenait dans l'allée au lieu de l'intérieur de la maison. Les voyages d'affaires qui se prolongeaient d'un jour, puis de 2, avec des explications qui étaient techniquement plausibles, mais qui, d'une manière ou d'une autre, n'étaient jamais tout à fait spécifiques. Chaque fois que j'évoquais l'idée d'une plus grande famille un jour, d'un 3e enfant, d'une plus grande maison,
il devenait silencieux d'une manière qui ressemblait moins à un homme rêvant à l'avenir, et plus à un homme calculant combien de temps encore il pourrait éviter le sujet. Je l'avais remarqué, je ne me suis juste pas permis de suivre cette pensée jusqu'à sa conclusion. Il y a eu une nuit, au début de cette 2e année, où il est rentré après minuit de ce qu'il a appelé un dîner de clients, et j'ai trouvé le lendemain matin dans la poche de son manteau un reçu pour un restaurant à 2 villes de là, un endroit dont je ne l'avais jamais entendu parler, daté de 2 heures plus tôt que l'heure à laquelle il m'avait dit être parti. Je lui en ai parlé au petit déjeuner, en plaisantant à moitié, et je l'ai regardé construire une explication en temps réel, un dîner de départ à la retraite d'un collègue, une table qu'il avait rejointe tard, rien qui ne vaille la peine de s'en souvenir. Je me souviens avoir pensé, même à ce moment-là, qu'un homme qui dit la vérité n'a généralement pas besoin de 3 phrases pour expliquer un seul dîner. J'ai laissé tomber quand même, parce que laisser tomber était plus facile que d'être le genre d'épouse qui tient une liste. Lors de ce même dîner de fin d'année, plus tard dans la soirée, je me suis retrouvée à côté de Camille près de la table des boissons, tandis que Weston était entraîné dans une conversation sur les chiffres trimestriels à l'autre bout de la pièce. Elle m'a demandé comment se passait la préparation de la chambre du bébé, puisque j'avais mentionné à quelques personnes à la fête du bureau l'année précédente que nous essayions d'avoir un enfant. C'était une petite question ordinaire. Ce dont je me souviens, c'est la prudence avec laquelle elle l'a posée, comme si elle marchait sur des œufs, essayant de ne pas déranger quelque chose, et la façon dont elle s'est excusée presque immédiatement après ma réponse, avant même que j'aie fini ma phrase. Je me suis dit qu'elle n'avait tout simplement pas l'habitude de bavarder avec la femme du patron. Je n'y ai plus pensé pendant près de 2 ans. Avant tout ça, avant même que le nom de Camille ne soit jamais mentionné, il y a eu 2 ans de rendez-vous pour la fertilité dont aucun de nous n'a parlé à qui que ce soit en dehors de la salle d'attente de cette clinique. Weston est venu à chacun d'entre eux la première année, m'a tenu la main pendant 2 procédures qui n'ont pas fonctionné, et m'a dit plus d'une fois que nous avions le temps, que cela arriverait quand ce serait censé arriver. En y repensant maintenant, je me demande à quel point cette patience était réelle, et à quel point elle était simplement plus facile à feindre que l'alternative, une conversation pour savoir s'il essayait encore, dans tous les sens du terme, avec moi. Je ne saurai jamais avec certitude quand son attention a commencé à se diviser dans 2 directions. Je sais seulement que quelque part au cours de cette 2e année, alors que je suivais des calendriers d'ovulation et que je pleurais silencieusement sur des parkings après des rendez-vous qui n'aboutissaient à rien, une autre version de la réponse qu'il prétendait attendre était déjà en cours, complètement ailleurs. Quand je suis finalement tombée enceinte, au printemps de notre 3e année, Weston a pleuré à l'échographie. Je m'en souviens si clairement, car c'est devenu le souvenir auquel je me suis raccrochée à travers tout ce qui a suivi. Il a peint la chambre du bébé lui-même, en un seul week-end. Il a choisi un nom avec moi pendant des mois, un nom sur lequel nous nous sommes finalement mis d'accord la semaine avant que j'accouche, Marlo. Je ne savais pas alors que Camille était déjà enceinte de plusieurs mois de son côté. J'ai dû accepter depuis que je ne saurais peut-être jamais exactement quand cela a commencé, seulement que cela durait depuis assez longtemps, et avec assez de précautions, pour que je ne le surprenne jamais en 4 ans à faire attention à presque tout le reste. Ce que je n'ai appris que bien plus tard, c'est que Preston était au courant de la grossesse depuis des mois et avait donné à Weston son propre ultimatum, régler la situation d'une manière ou d'une autre avant que le conseil d'administration de l'entreprise ne se réunisse pour son bilan de fin d'année, où Preston aborderait lui-même la question, selon ses propres termes, devant des gens dont l'opinion sur Weston comptait plus pour lui que la mienne ne l'avait jamais fait. Ce bilan avait déjà été avancé une fois, et il était prévu pour la semaine suivant ma date d'accouchement. Weston ne m'avait rien dit de tout cela. Il avait simplement commencé à manquer de temps pour empêcher 2 vies séparées de se toucher. Le matin où j'ai commencé le travail, Weston était à l'hôpital avant même que j'aie fini de m'enregistrer, arpentant la petite salle de triage avec une énergie nerveuse que j'ai, à l'époque, prise pour de l'excitation au lieu de la culpabilité. Il m'a tenu la main pendant 11 heures de contraction, a calé sa respiration sur la mienne, m'a donné des copeaux de glace quand je ne pouvais rien avaler d'autre, et a dit aux infirmières à 2 reprises, sans qu'on le lui demande, à quel point il était impatient d'être enfin père. Avec le recul, je pense qu'une partie de lui le pensait sur le moment, de la même manière qu'un acteur peut croire à une réplique en la disant, et pourtant quitter la scène pour une vie complètement différente 5 minutes plus tard. Mara est née à 6h47 du matin, un mardi. Elle a pleuré,
et le son a rempli la pièce d'une manière que je ne peux toujours pas décrire, si ce n'est pour dire que c'était comme le début de quelque chose d'énorme. Je l'ai tenue contre ma poitrine, encore tremblante, et j'ai levé les yeux vers Weston, attendant qu'il tende les bras vers elle, comme il avait promis de le faire pendant les 9 derniers mois. Il n'a pas tendu les bras vers elle. Il a reculé vers la fenêtre. Je me suis dit qu'il était en état de choc. Alors je lui ai demandé doucement, « Tu veux la prendre ?» « Non », a-t-il dit, et quelque chose dans sa voix était déjà devenu plat, et prudent, d'une manière que je ne lui avais jamais entendue auparavant. Il est sorti dans le couloir quelques minutes plus tard, et à travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu des fragments d'un appel qu'il pensait clairement que je ne pouvais pas entendre. Une voix de femme à l'autre bout, tendue et insistante, et Weston chantant à voix basse, « Pas comme ça, pas au téléphone », avant de raccrocher et de rester là un long moment, la main encore sur le cadre de la porte. Ce que je ne savais pas encore, c'est que Camille l'avait appelé 2 fois ce matin-là. La deuxième fois pour lui dire qu'elle n'était pas disposée à rester cachée pendant un autre événement marquant. Elle voulait que leur fils soit reconnu publiquement avant le bilan du conseil d'administration, pas discrètement géré en marge. Et en dessous de ça, un SMS de sa mère était arrivé 20 minutes plus tôt, lui faisant savoir qu'elle et Preston étaient déjà en route pour l'hôpital pour rencontrer leur nouvelle petite fille, sans aucune indication que l'un ou l'autre prévoyait de faire semblant, une fois arrivé, qu'il n'y avait qu'un seul petit enfant digne d'être reconnu cette année-là. Weston avait peut-être 1 heure avant que ses propres parents n'entrent dans cette chambre et ne décident, selon leurs termes et non les siens, comment tout cela allait se dérouler devant moi. Il est revenu en portant un costume neuf. Et je comprends maintenant qu'il ne s'habillait pas pour une conversation qu'il voulait avoir. Il s'habillait pour une conversation qu'il n'avait plus aucun moyen d'éviter. 2 heures plus tard, après que les infirmières eurent nettoyé et que la pièce fut devenue silencieuse, il est revenu comme s'il était juste sorti pour mettre quelque chose de plus approprié pour ce qu'il s'apprêtait à dire. Il m'a parlé de Camille et d'un fils nommé d'après son grand-père, né 4 mois plus tôt. Ses parents, a-t-il dit, avaient déjà rencontré le bébé et étaient, bien qu'il ne l'ait pas dit ouvertement, à quelques minutes de franchir ma porte. Ma famille a besoin d'un héritier mâle, a-t-il dit, comme s'il lisait une note que quelqu'un d'autre avait écrite pour lui. Camille leur en a donné un. Je ne reconnaîtrai pas ta fille comme une Callaway. Je voudrais vous dire que j'ai crié. Je ne l'ai pas fait. J'ai regardé le petit visage endormi de ma fille, et quelque chose en moi est devenu à la fois immobile et vif, comme une porte qui se ferme quelque part, très loin. Tu les choisis eux, ai-je dit. Ce n'était pas une question. Je choisis l'avenir de ma famille, a-t-il répondu, comme si nous n'étions pas tous les deux au milieu de cet avenir. J'ai souri. Ça l'a surpris. J'ai pu voir que cela a changé quelque chose dans sa mâchoire. Alors, souviens-toi de ce moment, je lui ai dit, car c'est le dernier que tu auras de nous. Il a ri et est sorti pour prendre un appel téléphonique, déjà à mi-chemin de la vie qu'il pensait l'attendre à l'autre bout de ce couloir. Je suis restée à l'hôpital pendant 2 nuits de plus, le temps de récupération standard que mon médecin recommandait. Et je me suis accordé ces 2 nuits, car je ne faisais pas encore confiance à mes propres jambes, et encore moins à mon jugement. Weston n'est pas revenu. Ma sœur, Odette, a conduit 4 heures depuis Savannah dès que je l'ai appelée cette première nuit, arrivant avant le lever du soleil, encore dans les vêtements avec lesquels elle avait dormi. Elle ne m'a pas demandé si j'allais bien. Elle a demandé ce dont j'avais besoin, dans cet ordre, et puis elle a simplement pris les choses en main, tenant Marlowe pour que je puisse dormir par véritable plage de temps au lieu de fragments, discutant gentiment avec une infirmière de mon programme de médicaments contre la douleur, et s'asseyant dans le fauteuil du coin pendant les heures de visite, comme si elle avait l'intention de rester plus longtemps que quiconque pourrait essayer de me faire partir avant que je ne sois prête. Elle m'avait dit à mon propre mariage, tranquillement devant le gâteau, que Weston avait le genre de politesse qui n'apparaît que lorsque quelqu'un regarde. J'en avais ri à l'époque. Je n'ai pas ri, assise dans cette chambre d'hôpital, comprenant enfin exactement ce qu'elle avait voulu dire, 4 ans trop tard. C'est elle qui était assise à côté de mon lit, au lieu de Weston. Et quelque part durant cette 2e nuit, j'ai cessé d'attendre qu'il repasse la porte. C'est cette 2e nuit que j'ai finalement retourné un appel que je repoussais depuis 3 semaines, de la part de l'avocate de la succession de mon défunt oncle Elliot, une femme nommée Joséphine Nader.
Elliot était décédé 8 mois plus tôt, un ingénieur en structure à la retraite qui avait passé 40 ans à concevoir les ossatures de bâtiments dont d'autres hommes s'attribuaient le mérite. J'avais supposé que l'appel concernait de la paperasse de routine, rien d'important à côté d'une première grossesse. J'avais tort. Joséphine m'a dit plus tard qu'elle ne m'avait pas appelé pendant 3 semaines d'affilée pour quelque chose de routinier. Elliot était venu à son bureau 1 an avant sa mort, de sa propre initiative, et lui avait demandé d'examiner un vieil accord de partenariat qu'il détenait encore d'une transaction immobilière datant de plusieurs décennies, une transaction qui avait depuis été intégrée à Callaway Holdings lors de l'expansion de l'entreprise. Il lui avait dit qu'il voulait s'assurer que les documents signifiaient toujours ce qu'ils signifiaient autrefois. Elle avait trouvé quelque chose qui la préoccupait suffisamment pour continuer à appeler, un pacte d'actionnaires, toujours actif, toujours contraignant, qu'Elliot n'avait jamais dissous, lié à sa participation de 11% dans la branche de développement de l'entreprise. Elle m'a dit qu'Elliot ne lui avait jamais expliqué pourquoi il voulait qu'il soit examiné, seulement qu'il lui faisait confiance pour le comprendre éventuellement, même s'il n'était pas là pour l'expliquer lui-même. Elle avait travaillé avec lui pendant près de 15 ans et a dit qu'elle ne l'avait toujours pas complètement compris jusqu'à ce qu'elle voie en temps réel exactement ce que cette préparation silencieuse avait protégé depuis le début. Elle ne savait pas encore à quoi cela me servirait. Elle savait juste, selon ses propres mots, que certains héritages valent la peine d'être compris avant d'en avoir besoin, et non après. Depuis ce lit d'hôpital, je lui avais demandé ce que tout cela signifiait pour moi maintenant. Cela signifie, a-t-elle dit, que vous avez plus votre mot à dire dans cette entreprise que votre mari ne le pense. Je n'ai rien précipité, contrairement à la façon dont je pourrais le raconter pour faire de l'effet. Je suis d'abord rentrée à la maison, celle que Weston et moi avions partagée pendant exactement 1 semaine, car j'avais besoin d'un endroit familier pour déterminer la suite, et parce qu'un avocat censé vous dira de ne pas prendre de décision permanente 3 jours après un accouchement. Weston n'est pas rentré non plus. Il est resté chez ses parents, et le seul contact que j'ai eu de lui cette semaine-là a été un unique SMS me demandant si j'avais eu le temps de réfléchir. Comme si c'était moi qui devais reconsidérer une décision qu'il avait prise des mois avant même que je commence le travail. Il a appelé une fois cette semaine-là, la 4e nuit, et j'ai failli ne pas décrocher. Quand je l'ai fait, il n'a pas demandé de nouvelles de Marlo. Il a demandé si j'avais parlé à quelqu'un de l'entreprise, d'un ton qui montrait clairement qu'il soupçonnait déjà que je l'avais fait. Je lui ai dit la vérité, que je n'avais encore rien décidé, ce qui était exact, même si ce n'était pas toute la situation. Il a dit, presque gentiment, qu'il espérait que nous pourrions garder les choses civiles, pour le bien de tout le monde, comme si la civilité était quelque chose dont il venait tout juste de se souvenir de l'existence, maintenant que la perdre pourrait lui coûter quelque chose. J'ai raccroché sans répondre et je suis restée assise avec le téléphone sur mes genoux pendant un long moment, écoutant Marlo respirer dans le berceau à côté du lit, essayant de comprendre quelle version de lui avait jamais été réelle. J'ai passé la majeure partie de cette semaine à faire des choses ordinaires qui semblaient étranges dans le contexte de tout le reste, plier de minuscules vêtements, apprendre le rythme des pleurs d'un nouveau-né, me tenir dans la chambre qu'il avait peinte lui-même, et passer ma main sur un mur qui semblait soudain appartenir au mariage de quelqu'un d'autre. La 5e nuit, j'ai finalement ouvert le placard et commencé à faire mes valises tranquillement, un tiroir à la fois, non pas par colère, mais parce que rester avait cessé d'avoir du sens au moment où je me suis permis de l'admettre. Odette est revenue ce week-end-là pour m'aider à transporter des cartons dans une location à 2 rues de sa propre maison. Assez proche pour qu'elle puisse encore se présenter à l'improviste avec des courses et une opinion sur tout. À la fin de cette semaine, Joséphine et moi avions examiné le dossier correctement, à la lumière du jour, dans son bureau, avec du vrai café et suffisamment de temps pour poser des questions. Ce que les actions d'Elliot me donnaient, ce n'était pas le contrôle de l'entreprise. C'était un droit légal de demander un examen formel de la conduite des dirigeants, qui pourrait exposer Callaway Holdings à un risque de réputation ou financier pendant toute période de financement active. Et il se trouvait que l'entreprise était en plein refinancement ce trimestre-là, un fait qui n'avait rien à voir avec la chance, et tout à voir avec le type d'expansion agressive que le père de Weston poussait depuis des années. Une liaison qui avait produit 2 enfants concurrents, l'un né d'une employée, pendant une période où Weston avait personnellement signé des déclarations aux prêteurs décrivant sa situation personnelle stable, était exactement le genre de conduite que cet examen était censé déceler.
J'ai déposé la demande par l'intermédiaire de Joséphine au début de la 2e semaine. J'ai quitté la maison définitivement cette même semaine, pour une location près d'Odette avec Marlo, et j'ai laissé le processus interne de l'entreprise faire quelque chose que je n'aurais jamais pu faire depuis un lit d'hôpital. Forcer Weston à s'expliquer devant des gens qui n'avaient jamais eu besoin de ma permission pour poser des questions difficiles. 2 semaines après que j'ai déposé la demande, avant que le conseil d'administration ne se réunisse, Camille m'a appelé. J'ai failli ne pas répondre. Quand je l'ai fait, elle m'a dit qu'elle avait entendu parler de l'examen par le bureau, et qu'elle voulait dire quelque chose avant que cela ne devienne un spectacle. Elle semblait fatiguée, d'une manière qui n'avait rien à voir avec un nouveau-né, une sorte de fatigue que je reconnaissais, car j'en portais une version moi-même depuis 4 ans, sans pouvoir lui donner de nom. Elle m'a dit qu'elle avait grandi comme enfant unique dans une petite ville près de Bâton Rouge, qu'elle avait déménagé à Charlotte pour le travail sans famille à proximité, et que, quelque part dans la solitude de cette première année à travailler pour Weston, une attention particulière avait commencé à ressembler à quelque chose qu'elle n'était pas. Elle a dit qu'elle s'était promis plus d'une fois qu'elle arrêterait de répondre à ses appels en dehors des heures de bureau, sans jamais y parvenir, jusqu'à ce que s'arrêter aurait signifié perdre la seule chose stable dans une ville où elle ne connaissait encore personne d'autre assez bien pour appeler à minuit. Elle m'a dit que Weston lui avait promis, après quelques mois, qu'il avait l'intention de me quitter éventuellement, et que le temps qu'elle se permette de le croire, elle était déjà enceinte, déjà isolée, déjà incertaine de à qui d'autre elle pouvait le dire. Il fait ça, dit-elle doucement. Il dit aux gens juste ce qu'il faut pour les maintenir dans sa direction. Je lui ai demandé pourquoi elle me disait ça maintenant. Elle est restée silencieuse un long moment. Parce que quelqu'un devrait connaître la vérité dès le départ, a-t-elle finalement dit, au lieu de la découvrir petit à petit devant un public. J'ai pensé à la chambre qu'il avait peinte, à l'échographie où il avait pleuré, et j'ai compris que Camille et moi avions reçu des versions de la même performance, mise en scène pour 2 femmes différentes qui pensaient chacune être le seul public. La réunion du conseil d'administration a eu lieu un jeudi, dans une salle vitrée au 14e étage qui sentait le café frais et quelque chose de plus froid en dessous. Je n'étais pas obligée d'y assister en personne. Joséphine s'est occupée de l'aspect procédural, mais j'y suis allée quand même, Marlo endormie dans un porte-bébé contre ma poitrine, parce que je voulais que Weston voie exactement qui était assise en face de lui lorsque son père lui a finalement demandé de s'expliquer à voix haute. Preston a demandé à Weston, devant 6 membres du conseil d'administration et 2 avocats externes, s'il était vrai qu'il avait eu un enfant avec une employée tout en certifiant personnellement au prêteur que sa situation était stable. Weston a dit que la situation était gérée en privé. Preston a demandé si, en privé, incluait le fait de laisser sa fille nouveau-née dans une chambre d'hôpital, devant un personnel infirmier qui se souviendrait de chaque détail. Weston n'a pas eu de réponse à cette question. Pour la première fois en 4 ans, il ressemblait à un homme qui n'avait plus la bonne phrase à dire. Puis, un ancien collègue de Weston, un homme qui avait quitté l'entreprise en mauvais termes 2 mois plus tôt après un différend sur une prime qu'il estimait lui avoir été injustement refusée, a envoyé à Joséphine une conversation par message qu'il gardait par simple ressentiment. Weston y plaisantait des mois auparavant qu'une fois la situation de l'héritier réglée, il prévoyait de se séparer discrètement de Camille d'ici 1 an, une fois que l'image n'aurait plus d'importance. Ce n'est pas la chance qui nous a donné cette conversation. C'était la conséquence ordinaire et prévisible du fait de traiter les gens comme des objets jetables, et de supposer qu'aucun d'eux ne comparerait jamais ses notes, ou n'attendrait le bon moment pour utiliser ce qu'il avait gardé. Camille est restée assise pendant cette lecture, les mains à plat sur la table. Quand ce fut terminé, elle s'est levée, a ajusté son blazer, et a dit la seule phrase que je l'ai jamais entendue adresser directement à Weston. Tu aurais juste dû dire la vérité à quelqu'un. N'importe qui, même une fois, avant que ça ne coûte aussi cher. Puis elle est sortie. Weston m'a rattrapé dans l'ascenseur après, avant que je puisse atteindre le parking. Il paraissait plus petit dans cette boîte à miroirs que je ne l'avais jamais vu en 4 ans de mariage. Sa mâchoire travaillait comme s'il essayait de trouver une version de lui-même qui pourrait encore se sortir d'une pièce par la parole. « Tu as planifié ça » a-t-il dit. Ce n'était pas tout à fait une question. Comme s'il avait besoin que ce soit ma faute, et non la sienne. Je n'ai rien eu à planifier, je lui ai dit. J'ai juste arrêté de te couvrir à la seconde où tu as arrêté de faire semblant.
Les portes se sont ouvertes avant qu'il ne puisse répondre, et je suis sortie dans le parking, ma fille endormie contre ma poitrine, et je n'ai pas regardé en arrière pour voir s'il suivait. Ce qui a suivi n'a pas été une victoire juridique nette, offerte par une vieille clause familiale, comme j'aurais pu le souhaiter. La formulation du trust, rédigée des décennies plus tôt par la génération d'Eliott, exigeait que tout héritier soit né au sein d'un mariage intact pour avoir la priorité successorale, et cette formulation a créé exactement ce que Joséphine a appelé dès le début, un véritable conflit de succession, pas une réponse automatique. Les avocats de Callaway ont plaidé une interprétation, Joséphine en a plaidé une autre. Il y a eu des dépositions, des divulgations financières, un médiateur externe amené spécifiquement pour empêcher que le conflit ne se propage dans un tribunal que la famille voulait éviter à presque tout prix. Et plus d'un après-midi où Joséphine m'a prévenu que l'issue pouvait encore basculer d'un côté ou de l'autre, selon le précédent que le médiateur trouverait le plus convaincant. Il a fallu près de 4 mois, parallèlement à la procédure de divorce, avant que le conseil juridique externe du conseil d'administration ne règle finalement l'affaire par la négociation, plutôt que par une décision claire. Marlo conserverait un statut d'héritage formel en tant que seul enfant né au sein du mariage enregistré, tandis que le fils de Camille resterait entièrement en dehors de la structure de succession de l'entreprise, une affaire distincte que Weston devrait résoudre s'il le choisissait, par ses propres moyens, via l'arrangement privé qu'il pourrait gérer. Sans le soutien de l'entreprise, Weston n'avait pas obtenu d'héritier. Il avait passé un an à fabriquer un conflit qui s'est terminé avec la fille qu'il refusait de prendre dans ses bras, devenant le seul enfant pour lequel quiconque dans cette famille était légalement tenu de subvenir aux besoins. Le règlement du divorce lui-même a pris ces mêmes 4 mois. Je n'ai rien demandé de vindicatif dans les documents. J'ai demandé ce qui était juste. Et avec les actions d'Eliott derrière moi, et un conseil d'administration qui ne faisait plus confiance à Weston pour grand-chose, ce qui était juste s'est avéré être plus que ce que l'un ou l'autre d'entre nous attendait au départ. L'arrangement de garde a été la seule partie où Weston s'est initialement présenté comme l'homme que j'avais épousé. Il a demandé des visites structurées, et j'ai laissé le médiateur fixer des conditions raisonnables, parce que je voulais pouvoir dire honnêtement à Marlo un jour que je n'avais pas été celle qui avait fermé toutes les portes. Il a utilisé 4 de ses 6 premières visites programmées, arrivant en retard à 2 d'entre elles et écourtant une 3e pour un appel professionnel. À son premier anniversaire, il avait complètement cessé de les programmer. Et aucune clause, aucun médiateur, et aucune somme d'argent n'a jamais réussi à réparer la partie de lui qui avait fait ce choix, 2 heures après sa naissance. Preston a pris contact lui-même, près d'1 an après la réunion du conseil d'administration, et a demandé si nous pouvions parler sans avocat dans la pièce. Nous nous sommes rencontrés dans un café près de ma nouvelle maison, en terrain neutre, et il s'est assis en face de moi, l'air plus vieux que dans mon souvenir, les mains enroulées autour d'une tasse dont il n'a jamais bu. Il m'a dit, au cours d'une conversation qui a duré plus longtemps que toutes celles que j'avais eues avec lui pendant mon mariage, que son propre père avait dirigé leur famille de la même manière, mesurant les gens à leur utilité plutôt qu'à leur caractère, tenant les comptes au lieu de rester proches. Il a dit que son père lui avait dit un jour, alors que Preston était à peine plus âgé que Weston maintenant, que le sentiment était un luxe que l'entreprise familiale ne pouvait pas se permettre, et qu'il avait passé des décennies à croire cette phrase, sans jamais remettre en question où cela les avait réellement menés. Il a dit qu'il n'avait pas réalisé à quel point il l'avait complètement répété avec son propre fils, jusqu'à ce qu'il voie Weston sortir d'une chambre d'hôpital au lieu d'aller vers sa fille, et qu'il reconnaisse la forme exacte de sa propre froideur qui le regardait. Ce n'étaient pas des excuses, pas en autant de mots. C'était plus proche d'une explication, offerte tardivement, pour un silence qu'il semblait enfin comprendre avoir contribué à construire, bien avant mon arrivée dans cette famille. Adèle a envoyé une seule lettre à peu près à la même époque, sur le même papier cartonné crème qu'elle avait utilisé pour nos invitations de mariage, disant qu'elle espérait que je comprendrais que ces choses sont compliquées. Je l'ai lu 2 fois et je n'ai pas répondu. Certaines compréhensions ne sont pas dues simplement parce que quelqu'un décide enfin de les demander, après que les dégâts sont déjà faits. J'ai déménagé à 2 heures de là, dans une maison tranquille avec un jardin et un érable que Marlo insiste pour nommer à chaque saison. Odette vient la plupart des dimanches, sentant encore légèrement ce que son mari était en train de réparer cette semaine-là, et elle ne m'a toujours pas pardonné le fait qu'elle se méfiait de la politesse de Weston des années avant que je sois prête à l'entendre.
Joséphine s'occupe de la paperasse du trust 2 fois par an maintenant. Toujours autour d'un café, toujours avec la même blague ironique sur la façon dont 3 semaines de messages vocaux sans réponse se sont transformées en la stratégie juridique la plus utile qu'elle n'ait jamais prévu de me donner. Preston envoie une carte pour l'anniversaire de Marlo maintenant, signée simplement « Grand-père ». Et l'année dernière, il a demandé, par l'intermédiaire de Joséphine, s'il pouvait lui rendre visite occasionnellement, en terrain neutre, sans aucune attente. J'ai dit oui, principalement parce que Marlo mérite de déchiffrer elle-même, quand elle sera plus âgée, quel genre de relation elle veut avec une famille dont elle porte le nom, et dont la fortune, comme il s'est avéré, est devenue légalement la sienne avant que son père ne comprenne jamais pleinement ce qu'il avait perdu. Weston m'a appelé une fois, près d'1 an après tout ça. Tard dans la nuit, sa voix plus faible que je ne l'avais jamais entendue. Plus aucune trace de son autorité calme. Il a demandé s'il y avait encore un moyen de faire partie de la vie de Marlo, comme il aurait dû l'être depuis le tout début, avant que tout cela n'ait eu la chance d'arriver. J'ai pensé à la chambre d'hôpital, aux 2 heures qu'il m'a fait passer là, à croire qu'il pourrait encore nous choisir, avant de décider de ne pas le faire. Tu as eu tes 2 heures, je lui ai dit. Je t'ai donné le reste de ta vie après ça pour changer d'avis, et tu as passé chaque instant à t'assurer de ne pas le faire. J'ai raccroché et je n'ai plus entendu parler de lui depuis. Pas une carte, pas un message, pas même par l'intermédiaire de Joséphine. Marlo marche maintenant, vite et un peu imprudemment, comme le sont les tout-petits quand ils ont décidé que le monde entier existe spécifiquement pour qu'ils l'explorent. Elle a ma bouche et le menton têtu de quelqu'un d'autre. Et elle a commencé à demander, de la manière fragmentée dont les enfants de 2 ans demandent n'importe quoi, où est son père. Je n'ai pas encore trouvé les bons mots. Je ne pense pas qu'il existe une version de la vérité qui s'intègre parfaitement dans le vocabulaire d'un tout-petit. Alors, pour l'instant, je lui dis qu'il est loin, et je laisse cela suffire, sachant qu'une conversation plus difficile nous attend toutes les deux quelque part sur la route, une conversation que je refuse d'avoir avant qu'elle ne soit réellement prête à l'entendre. Je pense à cette chambre d'hôpital plus que je ne le devrais probablement, étant donné à quel point elle semble loin maintenant. Pas à sa cruauté. Pas même aux 2 heures elles-mêmes, mais à l'instant précis juste avant que je ne souris. La demi-seconde où j'aurais pu choisir de m'effondrer à la place. Et quelque chose en moi, plus silencieux que la colère et plus stable que le chagrin, a décidé de ne pas le faire. Je ne sais pas exactement d'où venait cette stabilité. Peut-être était-ce Elliot, attendant patiemment dans de vieux papiers un moment qu'il n'a jamais pu voir. Peut-être était-ce Odette, assise à côté de ce lit à la place de l'homme qui aurait dû y être. Peut-être que c'est juste ce qui arrive quand une personne n'a finalement plus de raison de se faire plus petite pour quelqu'un qui n'allait de toute façon jamais remarquer l'effort. Chaque soir, avant qu'elle ne s'endorme, je dis à Marlo la même chose, que les gens qui sont censés te choisir ne le font parfois pas. Et que ce n'est pas la fin de l'histoire. C'est juste la partie où tu découvres qui le fait. Certains soirs, elle est déjà endormie avant que j'aie fini de le dire. Et je le dis quand même, doucement, surtout pour moi-même à ce stade, car c'est toujours la chose la plus vraie que je sache nous dire à l'une ou à l'autre. Parfois, gagner, ce n'est pas obtenir sa vengeance. Parfois, c'est simplement s'assurer que la génération suivante n'aura jamais à supplier pour être choisie. Si vous étiez à ma place, allongé dans ce lit d'hôpital avec une promesse qui se brisait juste devant vous, auriez-vous souri comme je l'ai fait, ou lui auriez-vous laissé voir exactement ce que vous ressentiez à ce moment-là? Dites-le moi dans les commentaires, car je me demande encore lequel de nous deux est réellement reparti en ayant gagné.